Bienvenue à vous, vous êtes bien au webinaire du programme Rebond TIH, un webinaire organisé par l'association HUP Entrepreneur. Et maintenant, accrochez-vous, on démarre dans le cœur de ce webinaire et j'ai le plaisir d'inviter ce jour, et je les remercie encore pour leur participation, 3 intervenants. Benjamin Chouraki, il peut se signaler à la caméra par un petit signe de la main, cofondateur de la société Pitchy. Également d'inviter, donc un grand bienvenue à lui. En une phrase, il le rappellera bien sûr tout à l'heure. Benjamin est donc le cofondateur de Pitchy. Pitchy, c'est une entreprise qui propose de créer des vidéos de qualité professionnelle en quelques clics de façon autonome. Belle promesse, il nous en dira plus tout à l'heure. J'ai le plaisir également d'accueillir Nicolas Karaszewicz. Nicolas, est-ce que tu peux te signaler d'un petit signe de la main? Nicolas Karaszewicz, éveilleur de conscience, animateur de conférences et d'ateliers. Nicolas, il accompagne ses clients afin de faire évoluer leur stratégie pour que la diversité soit un axe majeur de la politique de cette entreprise. Nicolas, il est également éveilleur de conscience, animateur de conférences et d'ateliers. Il vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et enfin, Baptiste Bochet, bienvenue à toi Baptiste, fondateur de Colada, atelier team building et cours de cocktail. Colada est une société spécialisée dans l'événementiel en entreprise autour de la découverte des spiritueux et des cocktails à travers différents types de prestations haut de gamme. Baptiste, c'est aussi un journaliste et un rédacteur vraiment spécialiste dans son domaine des spiritueux pour différents magazines et blogs spécialisés grand public, la Revue des vins de France, Excellence Rhum, Rhum Porter, le HuffPost, le Huffington Post et bien d'autres encore. Bienvenue à lui, il vous en dira plus un peu plus tard. Et enfin, moi-même, je suis Pauline Arnaud-Blanchard, cofondatrice et directrice générale d'HUP Entrepreneur. Je serai votre madame loyale sur ce webinaire. Sans plus tarder, nous démarrons avec une première intervention. Bienvenue à toi, Benjamin. Tu es donc cofondateur de Pitchy. Est-ce que tu peux nous présenter Pitchy en quelques mots et surtout déjà peut-être ta vision sur cette question de la digitalisation de ton offre de service? Ouais, bonjour, merci beaucoup Pauline, très content d'être avec vous. Alors, je vais vous parler effectivement un peu de mon expérience de digitalisation des offres. Alors, ça va être un peu moins sexy que ce que Baptiste fait avec ses alcools. Moi, je vais vous parler de vidéo, mais bon, voilà, ce sera quand même bien. Alors, pour la faire assez courte, moi j'entreprends depuis un peu plus de 15 ans avec mon frère. C'est une aventure humaine. On a commencé dans un entrepreneuriat assez classique puisqu'on avait créé une boîte de cours à domicile, donc dans les services à la personne. Et pour un certain nombre de raisons, en particulier législatives, on a dû justement réfléchir à digitaliser notre offre. On ne pouvait plus en fait envoyer les professeurs à domicile parce que les conditions fiscales étaient moins avantageuses. Et à partir de là, on a commencé à se demander si on pouvait proposer aux profs de donner des cours par visioconférence, exactement ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. On s'est intéressé au milieu de la vidéo et petit à petit est née, comme le rappelait Pauline, l'idée de Pitchy, qui est donc une technologie en ligne dont la promesse est de venir simplifier, démocratiser la création de vidéos en ligne. Donc ça, c'est pour le petit rappel personnel. Et aujourd'hui, Pitchy, c'est un peu plus d'une soixantaine de collaborateurs et voilà, on essaye petit à petit de développer les choses, mais ça n'a pas toujours été une entreprise un peu plus développée. Ce dont j'aimerais, si ça te va, Pauline et tout le monde, les points qu'on aimerait aborder aujourd'hui, c'est comment on fait aujourd'hui pour essayer de passer d'une offre parfois plus traditionnelle, présentielle, à quelque chose d'un peu plus digitalisé. Pitchy, Caroline, c'est avec un Y à la fin. Voilà. Et ceux qui travaillent chez Pitchy s'appellent les Pitchouns. Voilà, c'est leur nom. Comme ça, vous savez tout. Il n'y a plus aucun secret. Exactement. Ah, les pitchouns, on aime beaucoup, hein. Ouais, bah, C'est très mignon, c'est c'est sûr. très bisounours. On aime beaucoup chez Ouais, HUP ce c'est genre joli. de terme. Voilà. Effectivement, alors ton intervention aujourd'hui, elle se place avec un regard chargé d'expérience, un regard, on peut le dire, d'expertise. Et du coup, c'est la question que tu soulèves et qui nous brûle à tous les lèvres, c'est finalement quelles questions il faut se poser en amont lorsqu'on a envie de digitaliser son offre. Déjà, ça veut dire quoi digitaliser? On nous parle de digitaliser, de numérisation, de dématérialisation. Bon, bref, c'est beaucoup de jargon, tout ça. Donc, est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus? Et puis, peut-être les questions clés qu'il faut se poser lorsqu'on dirige une entreprise pour se lancer.
Ouais, alors digitalisation, là encore une fois, je vais essayer, d'aller à l'essentiel. Digitaliser et je pense que vous le pressentez déjà, ça va principalement se passer sur le web. Ça va se passer sur le web, ça va se passer sur internet, ça va aussi éventuellement bien sûr se passer sur smartphone, mais ça, c'est encore une déclinaison légèrement, différente. Aujourd'hui, les avantages d'internet, on les connaît tous, il y a plus cette, distance, on peut acheter n'importe quand, n'importe où, 24 heures sur 24, etc., etc. Et on s'en reporte à vos expériences personnelles. Oui, Pauline, tu veux dire quelque chose, je le sens. Non, Non. j'allais dire, on peut aussi acheter presque n'importe quoi. Mais Et on peut surtout acheter n'importe quoi et surtout en ce moment, bien évidemment, puisqu'on a du temps et encore plus de temps que d'habitude. Après, ce que je voulais un peu structurer mon, propos en quelques phrases autour de 3 grands axes qui devraient, et qui, j'en suis sûr, structurent votre projet entrepreneurial. Pour moi, il y a une digitalisation qui se trouve avant la vente, pendant la vente et après la vente. Avant la vente, c'est tout ce qui va concerner le fait de pouvoir acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux leads et sur ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 grands moyens essentiels de digitaliser l'offre. La première, évidemment, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un axe aujourd'hui qui devient clé, avec le plus grand réseau, social professionnel qui est LinkedIn, ou si votre produit ou votre offre est lié à une vente à des entreprises, à des startups, TPE, PME ou très grands groupes, ça va être le réseau social à privilégier. Et puis, inversement, si on est plutôt sur ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire de la vente à des consommateurs, à des particuliers, alors on va avoir des réseaux comme Facebook, Instagram, qui vont être beaucoup plus prédominants dans vos actions de visibilité pour aller générer des leads. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux globalement? On va poster du contenu. On va essayer d'offrir des choses des, des gens. C'est ce qu'on appelle des stratégies de contenu. Vous allez écrire des articles, vous allez réaliser des vidéos présentant vos offres ou présentant des genres de livres blancs sur votre activité, sur les grands chiffres de votre secteur. Vous allez essayer de, voilà, d'offrir des choses à vos prospects. Puis il va y avoir un petit lien à la fin de cette vidéo ou de cet article qui les invite à cliquer dessus et à être redirigés, par exemple, vers votre site web. Je vais en parler tout de suite après. Donc ça, c'est un des moyens aujourd'hui qui est le plus plébiscité pour aller générer du trafic sur son site web et générer des prospects. Le deuxième grand, c'est, vous en avez peut-être déjà parlé, pour mettre en avant son site web, pour faire en sorte que les internautes vous trouvent euh, sur Internet, il est important que votre site web soit bien référencé. C'est-à-dire que quand un internaute va taper des mots-clés sur Internet pour essayer de vous trouver, que votre site web apparaisse dans les meilleures positions. Et pour ça, il y a 2 manières de le faire. Il y a soit ce qu'on appelle le référencement naturel. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais ceux qui vous font vos sites web ou un certain nombre de solutions dont je vais parler après, qui sont des petites boîtes à outils que je vais vous donner, on met des mots-clés euh, derrière les pages web, on met des mots-clés dans le code, ce qui optimise le fait qu'on vous trouve et que vous remontiez en première position. Je vous donne un petit truc directement sur ce référencement naturel. Si vous avez un site web, je vous invite à mettre une vidéo sur votre site web. Pourquoi? Parce que derrière la vidéo, on peut mettre des mots-clés. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut mettre des mots-clés. Et c'est le meilleur moyen d'être bien référencé puisque ça multiplie par 53 les chances d'apparaître en top position de Google. Pourquoi? Pour la petite anecdote, parce que Google est propriétaire de YouTube et que ils ont intérêt à ce que les gens fassent de plus en plus de vidéos. Donc ça, c'est un des premiers trucs que je vous donne. Si vous avez un site web, mettez une vidéo dessus, vous mettez les mots-clés qui vous intéressent derrière la vidéo. Il y a des gens qui vous conseilleront sur ça et ça va vous aider énormément. Et puis, vous pouvez aussi, avec une solution de Google qui s'appelle Google AdWords, ADWORDS, aller payer des mots-clés pour apparaître en première position de Google. C'est un système d'enchères. Plus vous payez, plus vous avez de chances d'apparaître en top position. Donc ça, c'est les moyens pour digitaliser
la manière d'avoir le plus de leads possible avant la vente, les réseaux sociaux, référencement naturel et payant de son site web. Sur le moment donné où on vend, là, c'est le site web. Et là, je vais tout de suite vous conseiller un ou deux sites qui permet très facilement et sans aucune compétence de créer des sites internet. Je vais vous en donner un, il y en aura plein d'autres, mais il y a un site qui s'appelle Wix, wix.com. C'est des templates, c'est des modèles de sites web qui sont déjà faits. Vous avez des milliers de styles graphiques différents. En quelques clics, vous mettez quelques photos, vous mettez vos textes et automatiquement, vous avez un site web. Donc ça, c'est le deuxième axe. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui d'avoir un site web où vous pouvez présenter soit des produits que vous vendez, soit des offres de services. Et là encore, sur les offres de services, je ne peux vous conseiller que de digitaliser, c'est-à-dire aussi, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais de préférer la vidéo à du texte, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de bénéfices. Demandez-vous, vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce que vous préférez lire des gros pavés de texte ou une petite vidéo courte qui est impactante. D'ailleurs, je vais être assez bon joueur puisque je vais vous donner le nom d'un de mes concurrents pour les vidéos et je vais vous donner le mien en sachant que je n'ai rien à vous vendre puisque nous on travaille avec des très très grands groupes, mais je suis prêt aussi pour ceux qui veulent à ce que vous m'envoyiez à l'issue de cette conférence vos mails et on offrira un compte de Pitchy qui habituellement coûte environ 15 000 € par an, mais on offrira à ceux qui veulent le droit de venir aller produire des vidéos sur la plateforme de Pitchy. Mais si vous voulez un autre, comme ça je suis très fair play, vous avez un site qui s'appelle Powtoon, c'est P-O-W-T comme Thierry O-O-N à la fin, donc P-O-W-T-O-O-N, où vous pouvez aussi faire des vidéos gratuitement de présentation de vos offres ou de vos produits ou de vos cours, etc. Et puis le dernier axe, c'est ce qui se passe après la vente avec tout ce qui est la relation client, où là, vous avez un système d'emailing qui permet de pousser des programmes de fidélité, d'envoyer des mails pour les anniversaires, etc. Et ça, c'est aussi une forme de digitalisation. Voilà un peu ce que je voulais dire dans le temps qui m'était imparti, si ça vous va. C'est passionnant parce que tu nous ouvres en fait une voie intéressante. Digitaliser son offre, ça n'est pas uniquement digitaliser son delivery, c'est-à-dire ce que je vends, de le vendre de manière dématérialisée. Finalement, la première question à laquelle que tu nous invites à nous poser, c'est qu'est-ce que je digitalise et finalement comment la digitalisation peut être un levier à chacune de ces étapes avant de vendre, pendant la vente, après la vente au moment du delivery. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant. J'avais moi-même pas du tout vu l'ensemble du spectre possible. Et puis, ce qu'on retient aussi à ce stade, c'est déjà des outils. Cette proposition très généreuse d'ailleurs formulée de la part de Pitchy. Et en tout cas, quelques réflexes à avoir, le réflexe vidéo, le réflexe du référencement, le réflexe des mots-clés, pourquoi pas de l'achat de Google AdWords. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, dans notre réflexion. Ouais, Toi-même, je vais compléter en une phrase que tu dis, mais en fait, et on le sait tous, aujourd'hui, la force de Internet, c'est que tout le monde peut être visible, mais il y a tellement d'offres, tellement de choses que la question, c'est comment je vais être un peu mieux visible que les autres. Et tout ce qu'on vient de dire là, le site web, les vidéos plutôt que du texte, le référencement naturel, la stratégie de contenu où j'offre des choses à mes prospects du contenu avant d'essayer de leur vendre quelque chose, tout ça, c'est le moyen justement d'être un peu au-dessus de la mêlée, quoi. intéressant. Donc, digitaliser, c'est aussi arriver à se placer au-dessus de la mêlée pour rendre davantage visible ce qu'on a à proposer à nos prospects, à nos clients. C'est super intéressant. Toi-même, au regard de ton expérience, il nous reste encore quelques minutes aussi pour conclure sur cette intervention. C'est quoi les grandes questions ou les grandes étapes que tu as dû conduire pour opérer ces transformations digitales dans ton activité? Tu parlais par exemple des expériences de cours à domicile. Voilà, est-ce que tu peux nous livrer peut-être quelques clés, quelques étapes par lesquelles il faut passer pour réussir cette transfo-là? En fait, je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, quand on ne connaît pas, il faut prendre conscience qu'on ne connaît pas et il faut essayer de se faire entourer. Enfin, c'est tout bête, mais moi encore aujourd'hui, j'ai du mal à utiliser Word ou
PowerPoint parce que, en fait, à la base, je ne suis pas très digitalisé. Et quand on a cette idée de se dire qu'on va créer un site web, une technologie pour aider les gens à faire des vidéos, bah, en vrai, moi, je n'y connais absolument rien. On a fait une école de commerce, comme tu le sais, voilà, comme tu le sais, Pauline. Et donc, la formation technique, on n'en a pas. Donc, je pense qu'une des plus grandes compétences, c'est un, reconnaître qu'on ne sait pas, s'entourer des bonnes personnes et des bons conseils, aller chercher de manière proactive le maximum d'informations sur le web, mais ça passe par ça. Et ensuite, c'est d'essayer de choisir les outils de digitalisation qui, comment dire, qui ressemblent à son activité, qui sont en lien avec l'ADN des boîtes que vous avez. Je prenais l'exemple des réseaux sociaux tout à l'heure. Ce serait absurde que de dire que la bonne stratégie, ce serait d'être visible partout, à tout prix. Il faut faire les choix des outils qui sont le plus à même. Je parlais de vidéos tout à l'heure, peut-être que dans certaines activités, c'est des podcasts qui sont plus pertinents que de la vidéo. Mais pour amorcer la transition, comme dans tout projet, je pense que le bon conseil, c'est de commencer humble. C'est petit pas par petit pas, mais c'est faire parce que celui qui pense que la montagne est trop haute, il va rien faire à la fin, tandis que celui qui passe petite étape par petite étape, lui, il va avancer. D'où l'intérêt aussi de ces boîtes à outils que je donne, des sites comme Wix pour les sites internet. Si demain je vous dis, il faut faire un site web, faut trouver une agence qui vont vous demander 5 ou 10 000 euros, ça va prendre des mois, etc., ben, peut-être qu'à un moment donné, vous n'allez pas le faire. Aujourd'hui, on est dans une époque où il y a des chances, il y a une chance d'avoir des outils qui sont un peu préfabriqués pour aller vite, aller tester. Ça c'est aussi très important dans la digitalisation, c'est ce qu'on appelle le test and learn. C'est-à-dire aussi accepter le fait de lancer une offre de digitalisation qui ne soit pas parfaite, mais de la lancer vite, d'avoir les retours des premiers clients qui vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est clair, c'est pas clair, j'aurais bien fait ça, et de réitérer, c'est-à-dire de refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que votre digitalisation plaise le plus possible à vos prospects et à vos clients. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. C'était très, très clair et très, très pragmatique avec un certain nombre de tips qu'on a repris en parallèle dans le chat. Digitaliser, c'est aussi, de ton retour d'expérience, une certaine curiosité, envie d'apprendre, mais aussi de s'entourer des bonnes personnes, des bons outils et dans la bonne mesure de là où on est, notre offre, notre activité, ne pas finalement se retrouver avec des outils ou des interlocuteurs démesurés par rapport à ce qu'on a envie soit de faire, là, maintenant, tout de suite, et ne pas avoir peur surtout de tester, de le faire, de lancer vite, d'avoir les premiers retours des clients et de s'améliorer, de réitérer et de faire grandir comme ça l'activité. Merci beaucoup, Benjamin, Merci et beaucoup. bravo pour cette belle aventure Pitchy. C'était un Ouais, vrai plaisir de t'avoir avec nous en ligne et bah, aujourd'hui. c'était vraiment bien. Je m'étais excusé auprès de l'équipe d'achat parce que je vais être obligé de vous quitter malheureusement là. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui ont laissé leur mail, je verrai ensuite avec l'équipe de HUB. Je les recontacterai pour les ouvertures de compte. Et puis, s'il y en a qui veulent qu'on approfondisse, on essaiera de trouver des petits cadeaux. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à toi, Benjamin. C'était un vrai plaisir. Donc, Salut. salut à toi. Cher webinaute, on a planté le décor de ce thème de la digitalisation. Digitaliser son activité, ça n'est pas qu'au moment d'opérer son produit ou son service, c'est bien avant la vente, pendant la vente, après la vente, et surtout de finalement avoir une réflexion adaptée à son activité, adaptée à la taille de son développement. Et pour vous en parler bien mieux que moi, je vais inviter on stage Nicolas Karadzewicz pour justement nous parler de finalement comment lui a transformé son activité, qui est une activité B2B, c'est-à-dire que ses clients, ce sont plutôt des entreprises, des corporates et pas des particuliers. Donc, une première question pour toi, bien sûr, Nicolas, c'est est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton activité déjà? Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Je ferai une parenthèse sur ce que disait Benjamin tout à l'heure parce qu'il y a des choses effectivement très en phase avec ce que j'avais prévu de vous dire. Alors moi, j'ai créé ma société il y a 5 ans à la suite de ma participation
au parcours entrepreneur porté par une association qui s'appelle Ticket for Change, et qu'Ashop connaît bien. Et effectivement, depuis 5 ans, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Et donc aujourd'hui, je me définis, comme tu le disais, Pauline, tout à l'heure, comme éveilleur de conscience, mais aussi comme un communicant éclairé ou comme un créateur d'une communauté inclusive. L'objectif étant de partir du principe que nous avons tous une singularité, voire plusieurs singularités dans notre quotidien, et finalement d'être en capacité d'accepter, d'en faire quelque chose de ces singularités pour amener une prise de conscience de la part des acteurs économiques et que ça ait un impact positif sur la société. Alors ça passe évidemment par l'animation de conférences et d'ateliers d'intelligence collective, mais je reviendrai après sur le format. Je suis formateur et consultant sur ces sujets de la stratégie diversité des entreprises. Et puis, j'interviens aussi dans ce que moi j'appelle la mise en relation bienveillante et la notion d'influence, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous une expérience extraordinaire avec le extra que vous pourrez mettre entre parenthèses, ça sonne bien en tout cas d'aller le dire comme ça, de se dire que on a tous un chemin qui est différent. L'essentiel, c'est pas forcément où on va, c'est finalement le parcours qu'on va emprunter pour y arriver. Et effectivement, du coup, dans mon quotidien, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont amené à me remettre en question à un moment donné. C'est aussi le cas dans mon métier. Merci Nicolas déjà pour ce préambule. Et alors pour toi justement, quelle est la définition de digitaliser son activité? Pour toi, comment tu le définirais? Alors, moi, j'ai démarré il y a quelques temps, il y a 5 ans maintenant, avec une activité qui était vraiment centrée sur l'événementiel. J'intervenais régulièrement en entreprise dans l'animation d'expériences sensorielles collaboratives, notamment axées sur le noir et l'essence, ici dans cette belle région des Hauts-de-France. Et puis petit à petit, et notamment à l'aube de la crise sanitaire que l'on connaît depuis maintenant un peu plus d'1 an, tout s'est arrêté très très vite. Plus de salons, plus de conférences, plus de séminaires, et finalement l'arrêt complet d'un secteur. Je pense que Baptiste connaît ça aussi un petit peu. Et donc, ce qui fait qu'il a fallu très, très vite réagir. Et pour ma part, en allant regarder un petit peu ce qui se faisait à gauche et à droite, en discutant aussi avec mes interlocuteurs, mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs, parfois même mes concurrents, dans une logique bienveillante, eh bien, je suis allé identifier ce qui pouvait ressembler finalement au levier à actionner pour digitaliser, pour en tout cas faire basculer mon activité dans une ère nouvelle, celle de proposer des expériences, quelles qu'elles soient, à distance. Alors, au jour d'aujourd'hui, une partie des conférences que je propose, des ateliers se font à distance. La plupart des formations, notamment sur l'accessibilité numérique, ce sera ma parenthèse, parce que Benjamin évoquait tout à l'heure Wix, et malheureusement, c'est une solution qui n'est pas super accessible lorsqu'on est déficient visuel. Donc, ce qui fait que la plupart des actions que je mène aujourd'hui vis-à-vis de mes clients se fait dans un premier temps à distance. Benjamin, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, pour celles et ceux qui m'ont déjà croisé sur LinkedIn, j'essaye d'être relativement présent. Et l'impact, c'est très rapidement faire ressentir, parce que finalement, à force de digitaliser et d'aller proposer du contenu pertinent, eh bien aujourd'hui, 2/3 de mes clients, moi, je les trouve grâce à ce réseau social. Mais pour ça, et c'est ce que je disais il y a quelques instants, on a besoin d'aller identifier finalement quels sont les besoins de nos clients. Alors moi, j'ai été formé au design thinking, donc cette méthodologie qui consiste à partir du besoin, à aller consulter ces parties prenantes pour construire une offre qui va être en phase avec les attentes de nos clients dans une logique un peu vertueuse. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir mettre en face des solutions, des propositions de valeur qu'on va continuer à éprouver
sur le terrain, ou en tout cas qu'on va expérimenter avec ces clients qui vont nous faire des retours en disant, bah, tiens, voilà, il faudrait faire bouger tel ou tel sujet. Et puis, petit à petit, eh bien, on va pouvoir faire décoller la fusée. Là, aujourd'hui, moi, je suis dans une troisième étape qui est celle vraiment de déployer à grande échelle avec des logiques de micro-learning, avec des logiques d'automatisation de ce que je serai amené à faire dans les prochaines semaines, même si j'espère évidemment pouvoir reprendre des événements en présentiel dès que les conditions sanitaires le permettront. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un vrai potentiel, même lorsqu'on a un besoin spécifique comme moi qui suis déficient visuel, eh bien finalement qu'on avait tous notre rôle à jouer, notre place à prendre. Et moi, je m'amuse souvent à dire que je vais là où on m'attend et surtout là où on ne m'attend pas. Personne, finalement, parfois nous attend sur ce type de démarche. Et je pense que justement, il y a un vrai potentiel lorsqu'on a un parcours atypique, et Dieu sait que ça doit être le cas pour un bon nombre d'entre vous en tant que travailleurs indépendants handicapés. Et donc, il faut, moi je pense, vraiment travailler là-dessus, travailler sur son offre, mais aussi sur le volet un peu personal branding, c'est-à-dire sur vous, le chef d'entreprise en tant que tel, pour que finalement, les clients, vos clients, entreprises, voient aussi le potentiel peut-être caché que vous avez. Et ça se construit jour après jour, finalement. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on voit dans ce que tu nous dis que déjà, tu as opéré une transformation de tes activités, puisque au départ, tu proposais des activités événementielles, donc du présentiel en entreprise ou auprès de groupes d'apprenants. Dans le contexte actuel, évidemment, il a fallu le transposer, se réinventer à travers, tu parlais de micro-learning, on prendra dans la partie questions-réponses toutes les questions posées à ce sujet. Et c'est aussi la digitalisation, ça t'a permis de transformer cette activité en l'adaptant à un contexte. Ça te permet aussi de l'utiliser, bien sûr, dans ta prospection avant même la vente, quelque part, de tes solutions, et même de transformer ton cœur de métier en proposant des expériences à distance. Ça réinterroge tout un métier. Est-ce que tu peux nous dire, justement, un peu plus concrètement, ce que t'a apporté la digitalisation, peut-être en termes de productivité, en termes de détection de nouvelles opportunités, par exemple, et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? Alors, je le disais tout à l'heure, hein, moi je suis dans les Hauts-de-France, et avant la crise sanitaire, la plupart de mes clients, hormis les grands groupes avec lesquels j'ai pu travailler, étaient situés dans les Hauts-de-France. Donc le premier élément en tout cas que je vois à l'instant T, c'est aussi cette possibilité d'aller décloisonner, d'aller chercher des clients sur d'autres territoires. Je prends un exemple très concret. J'ai travaillé avec des clients, avec une cliente qui était dans les Hauts-de-France fin 2019. Elle est partie en Suisse et elle m'a sollicité pour organiser un atelier d'éveil sensoriel à distance pour un collectif de designers suisses. Et donc ça, il y a encore un an, moi j'aurais dit, mais c'est juste impossible d'aller faire vivre une expérience sensorielle à distance sans finalement, de manière très pragmatique, aborder la question des sens. Eh bien, j'ai écrit, d'ailleurs coécrit avec ma cliente, une méthodologie pour justement proposer cet atelier. Et puis, je l'ai animé ensuite. Et aujourd'hui, ça fait partie d'une des offres que moi, je peux proposer. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui aussi la possibilité pour vous, finalement, de vous entourer, Benjamin le disait tout à l'heure, d'un certain nombre de parties prenantes pour à la fois imaginer de nouvelles prestations, optimiser vos prestations existantes. Hein. Moi, je sais que ça va faire 5 ans que je parle d'accessibilité numérique, de notre capacité à faire des sites Internet et des applications accessibles à tous, quelle que soit sa situation. Aujourd'hui, j'ai, avec le soutien d'un réseau de professionnels qui s'appelle Place de la communication dans les Hauts-de-France, imaginé une offre de formation en ligne de 2 heures, plus 90 jours d'accompagnement. Et l'idée, c'est justement de donner, pas forcément toutes les clés, mais en tout cas d'apporter quelques réponses à des communicants qui se poseraient des questions sur « je communique sur les réseaux sociaux, je crée du contenu rédactionnel,
je crée des sites Internet. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour proposer une communication inclusive à mes clients et ainsi ne laisser personne sur le bord de la route? Eh bien ça, cette offre-là, ça faisait quelque temps qu'elle était en préparation, et le digital, en tout cas le numérique, puisque je crois qu'on n'a plus le droit de dire digital maintenant en tant que tel, a priori, eh bien, finalement, a fait que je suis allé chercher un certain nombre de clients auxquels je ne m'attendais pas. Moi, Pauline, il y a encore quelques années, je travaillais essentiellement avec des grands groupes. Aujourd'hui, sur l'année 2020-2021, 80% de mes clients sont des indépendants, des freelances, des TPE et des PME. Ça veut dire qu'on peut aller chercher aussi dans ces acteurs effectivement de plus petite taille eh bien, des opportunités auxquelles on n'a pas pensé parce que effectivement, le processus de décision est beaucoup plus simple lorsqu'on s'adresse à un indépendant ou à une TPE que lorsqu'on s'adresse à un Carrefour ou un grand groupe. Et donc, ce qui fait qu'il y a aussi cette question-là de, finalement, est-ce que ma cible, à l'instant T, est toujours celle que j'ai envie d'aller toucher? Ça ne veut pas dire que je ne travaille plus avec des grands groupes, mais ça veut juste dire que le levier aujourd'hui à actionner, eh ben, il est différent. Et ça m'a, moi, permis, en tout cas, d'aller chercher des opportunités auxquelles je n'aurais pas pensé il y a un an, parce que je me suis dit, ça va être trop de travail, ça va être trop compliqué. Et puis finalement, ça fonctionne, et on voit en plus les résultats sur le terrain avec des gens qui jouent le jeu, notamment sur l'exemple de la communication inclusive dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention qui nous éclaire sur finalement la digitalisation. Elle nous ouvre de nouvelles voies, de nouvelles perspectives, de nouveaux champs de clients, de parties prenantes, de nouvelles opportunités. Et elle nous suggère même, possiblement, une nouvelle manière de pratiquer son métier auquel on ne s'attendait pas. Et c'est même peut-être inspirant. Merci beaucoup pour cet exemple et ce témoignage très concret d'une activité d'événementiel. Je pense qu'en termes de secteur impacté par la crise, on est quand même pas mal dedans, qui a su se réinventer grâce au levier proposé par la digitalisation, aussi bien en amont de la vente que dans le delivery, c'est-à-dire lorsqu'on opère ses produits et services. Baptiste Baucher, bienvenue à toi. Tu vas, par ton intervention, nous illustrer comment réussir la digitalisation d'une activité B2C, là où le client est effectivement le particulier, hein. Encore un autre type d'activité très différent de celui de Nicolas. Une première question pour commencer. Est-ce que tu peux nous présenter Collada en quelques mots et pourquoi tu as décidé de digitaliser tout ou partie de ton activité? Oui, alors merci mille fois, Pauline, de m'avoir proposé cette intervention. Merci également à l'équipe HAP, que je salue dans son intégralité. Alors c'est Collada. J'ai fondé Collada en janvier 2017. Il faut savoir que depuis le tout début de Collada, j'ai été accompagné par HAP, qui à l'époque s'appelait Lupti. Voilà. Et Collada, en fait, c'est des prestations autour du cocktail et de la découverte des saveurs. Il faut savoir que naturellement, mes prestations se sont tournées, ou du moins mes clients étaient plus des entreprises que des particuliers au début. Voilà, et naturellement, on a développé un format de team building. Le but, en fait, c'était de faire découvrir les saveurs autrement et également de transmettre ma passion. Je propose des ateliers cocktails en fait d'un genre un petit peu nouveau, puisque le cocktail est un médium en fait, est un médium pour justement permettre aux collaborateurs d'une entreprise de tisser du lien, d'apprendre à mieux se connaître en fait. Et en fait, le cocktail a cette accessibilité que n'a pas forcément la cuisine, à savoir que dans le cocktail, tous les ingrédients peuvent être prêts et il n'y a plus qu'à les assembler. Et en fait, quand je dis que c'est un médium, c'est vraiment le cas, puisqu'on laisse juste parler sa créativité et l'esprit d'entraide, etc. Et donc, ce sont des ateliers sur un concept de test and learn ou de learning by doing, ou une méthode itérative. Je suis un ancien du monde de l'entreprise, un ancien de l'IT. La digitalisation, en fait, la numérisation de mon activité, elle est apparue un petit peu comme une évidence, en fait, quand justement, je me souviens, c'était il y a un poil plus d'un an, en fait, toutes mes prestations
sont un petit peu tombés comme un château de cartes. En fait, j'avais des annulations quasiment au quotidien. Et d'ailleurs, j'avais Deloitte qui avait résisté à l'envahisseur Covid et j'attendais son coup de fil d'une minute à l'autre et ils ont tardé. Et pour la petite blague, j'ai dit j'attendais votre appel. Elle m'a dit, ma cliente, qu'ils avaient essayé jusqu'au dernier moment de maintenir la prestation, mais que ce n'était pas raisonnable. Et ça se comprend tout à fait. Hein. Je veux dire, c'est également la philosophie de Collada, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Et ça permet également de se sentir plus libre et de passer un meilleur moment que si on est dans l'inquiétude de potentiellement choper ce virus, quoi. Voilà. En fait, moi, je n'y croyais pas trop à ce… Alors, je suis peut-être déjà en train de répondre aux futures questions, mais en gros, oui, Collada, tout le modèle, c'est de justement être proche de ses collègues, proche de ses compañeros, entre guillemets, d'atelier, et ensemble, en échangeant beaucoup, c'est vraiment basé sur l'échange, de créer ses propres cocktails. Donc, on s'affranchit complètement des recettes existantes. Il n'y a pas de mojito, il n'y a pas de caipirinha, il n'y a pas de daiquiri, il n'y a pas de gin fizz, de gin tonic, etc. On va vraiment être acteur de ses propres recettes. Et le tout en équipe. Donc, et ça a très bien marché pendant 3 ans, donc avant le Covid. C'est à peu près tout. Je suis en effet également passionné par les spiritueux, par l'artisanat de façon globale. Et j'ai développé au fil du temps, j'ai pris des casquettes de journaliste, de contributeur pour différents médias, généralistes ou spécialisés d'ailleurs, justement, où je cherche à transmettre ma passion, quoi. Voilà, tout simplement. Et je lance ma marque de rhum, qui d'ailleurs, alors il y a eu beaucoup de retard avec le Covid, mais la semaine prochaine, les premières bouteilles seront en vente et ça s'appelle Navy, comme la navigation. Et en fait, les rhums de style Navy, c'était des rhums créés par les marchands anglais au 19e siècle. Et on a twisté ça avec des mélanges, des assemblages de rhum français, donc d'où Navy, N-A-V-I. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette présentation. Et déjà, tu nous illustres, sans le savoir, le fait que quelque part, la digitalisation de ton activité, te faire connaître Collada, c'est passé aussi par une voie en partie digitale, à savoir les relations presse, ou plutôt la capacité à prendre la parole en tant qu'expert dans des canaux qui ont eux-mêmes des voies de digitalisation, à savoir des revues spécialisées ou généralistes qui vont te permettre d'alimenter le fameux personal branding, mais tout en étant dans ce regard d'expertise. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement, du coup, comment tu as dû adapter ton activité et la digitaliser peut-être en partie, peut-être gagner en efficacité en faisant ça, justement sur ce cœur de métier des ateliers team building. Et finalement, comment ça t'a amené peut-être à toucher une nouvelle cible, à savoir les particuliers? Alors, tout à fait. Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai fondé donc Collada en 2017, mais ça faisait déjà plus de 4 ans que je donnais des cours de cocktail sur un format très classique, à savoir, c'est un atelier qui dure 2 heures et je vais aller raconter l'histoire du cocktail de façon globale et l'histoire de la recette spécifiquement, et puis donner tout un tas de trucs et astuces au fil de l'atelier, en fait. Donc, c'est un format très standard dans le sens où c'est le prof qui parle et les élèves qui écoutent. J'insiste sur ces termes-là, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'échange, c'était vraiment unilatéral et unidirectionnel. Et en fait, mon format d'atelier, mon nouveau format d'atelier, tel qu'il est, à savoir construit sur l'expérimentation, la découverte, l'application de la vérification de la théorie par la pratique, je le voyais très difficilement, transformable au format numérique, on va dire. Donc, j'ai eu, en fait, j'y croyais pas du tout, en toute sincérité, j'y croyais pas du tout à ces ateliers cocktails en ligne. Et en fait, j'ai eu de plus en plus de demandes de mes anciens clients qui me disaient l'ambiance est un petit peu morose au bureau, tout le monde est en télétravail, voilà, on aimerait bien faire une activité, on avait adoré ton atelier cocktail, là on a des nouvelles équipes en plus, il y a eu pas mal d'onboarding à la rentrée. On aimerait bien leur proposer quelque chose un petit peu dans l'esprit de Collada, même si on se doute qu'on n'aura jamais la profusion d'ingrédients qu'on avait lors de notre atelier physique, puisque pour info, note de la rédaction, je mets à disposition plus d'une trentaine d'ingrédients aux participants et ils composent avec justement ce bac à sable géant. Et j'y croyais pas du tout et en fait, j'ai compris qu'il fallait un format dynamique où justement, il fallait garder un peu
ce qui avait fait la force de Collada, à savoir un petit peu le fun, l'aspect découverte, les fun facts, les anecdotes, etc. Et il a fallu tout simplement écrire le cours, construire le cours avec un petit peu les clients. J'ai fait des bêta-tests d'ailleurs, la personne aussi un petit peu de Olivier Arnaud Blanchard et certaines personnes qui m'ont aidé à créer un cours cohérent, en fait. C'était un petit peu, entre guillemets, revenir dans le passé, puisque c'était au final un format d'atelier que j'animais déjà. Et alors, je m'éloigne peut-être un petit peu de la question, Pauline? Non? Pas trop? Ça va? Si, Ok. tu nous indiques déjà 2 facteurs clés de Oui, succès sur la digitalisation. C'est écouter oui, déjà les clients qui font déjà oui, tout à confiance fait. à l'offre non digitalisée, Tout à déjà, fait. parce qu'eux, ils sont importants, il ne faut pas les perdre au passage. Et Tout à 2, fait. réaliser des bêta-tests. Oui. C'est ce que disait d'ailleurs déjà Benjamin juste avant, hein. Le fameux test and learn, de roder un nouveau format qui est digital pour vérifier que l'expérience client reste bonne. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est un vrai challenge, en fait, de capter. Alors, moi, à nouveau, je suis dans l'événementiel en ligne, quoi, mais de capter son audience, d'être cohérent, parce qu'on a vite fait. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, je vais rentrer dans un point de détail, mais qui me semble ultra important, c'est les moyens à mettre en œuvre pour fournir une user experience et même une interface homme-machine la plus claire possible, quoi. Donc, c'est une bonne qualité audio, une bonne qualité vidéo, afin d'être au plus près du client, justement. Et ça peut paraître anecdotique comme ça, hein, mais en fait c'est extrêmement important. Oui, donc du bêta-test, du test and learn sur les ateliers, à ceci près que moi, j'ai quand même une exigence qualité qui fait que je ne peux pas considérer qu'un client va essuyer les plâtres, en fait. Donc, il a fallu, en effet, rôder un peu le cours. Et puis après, j'ai quand même une aisance un petit peu naturelle, et surtout quand il s'agit d'un domaine dont on est passionné, en fait. J'ai également mon habitude de faire des vidéos cocktails pour la revue du vin de France. Donc, c'est passé. Puis, quand on transmet de la passion, en fait, naturellement, en général, l'auditeur est réceptif, quoi. Voilà. Merci Baptiste. S'il y avait 1 ou 2 conseils pratiques que tu donnerais à ceux qui nous écoutent, à nos chers webinautes de ce Oui. jour, qui veulent digitaliser leur activité, quels seraient ces conseils? Écoute, je vais certainement pas faire mieux que Nicolas et que Benjamin. Benjamin a utilisé les termes que je voulais utiliser, justement, quand il en parlait. Je vais vous dire quelque chose que j'ai encore du mal à appliquer aujourd'hui, même après mes X années d'entrepreneuriat, c'est de faire. On fait et ensuite on ajuste. Vraiment encore cette méthode de test and learn. On fait déjà, comme il l'a dit, il y a Wix. Il y a aujourd'hui des CMS, donc alors je ne sais plus les initiales, mais en gros, c'est l'acronyme, mais c'est WordPress, c'est Wix, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des tonnes qui permettent quand même assez rapidement de construire un site en ligne, d'être présent en ligne. Et peut-être que le site ne sera pas à votre goût, peut-être que tous les détails n'auront pas été étudiés, etc. Mais ça vous permettra déjà d'avoir une présence en ligne. Voilà. Et également, ça aide pour le référencement web. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Google aime l'antériorité. Donc ça, c'est toujours utile. Faut faire. En effet, il ne faut pas attendre d'avoir un résultat parfait pour se lancer. Faut en effet fournir comment dire, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'est comme ça que je peux résumer un petit peu les choses, quoi. Le Baptiste, le mieux est l'ennemi du bien, et c'est sur cette maxime bien connue, mais quand même très utile, qu'on clôture cette 3e et passionnante intervention. Merci à tous qui nous avez déjà suivis. On bascule bien sûr maintenant dans l'échange autour de vos questions. Et pour cela, je cède la parole à Aïssatou ou Aminatou pour nous poser la première question des webinotes. Pour vous deux, bien évidemment, cher Nicolas, cher Baptiste. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Baptiste et Nicolas, pour vos différentes interventions. Donc, la première question était adressée à Benjamin, qui n'est pas là malheureusement, donc on lui enverrait. C'était de savoir pourquoi Wix à WordPress. Et, ça peut être une question qu'on pose à Nicolas et Baptiste, qui peuvent avoir leur avis sur cette question. WordPress versus Wix. Allez-y, messieurs. J'ai un avis plutôt synthétique, s'il vous plaît. J'ai un avis, Pauline, plutôt WordPress que Wix, moi je dirais plutôt, mais pour des raisons d'accessibilité numérique. Évidemment, Wix est beaucoup plus pratique en termes d'utilisation. Par contre, si on veut faire quelque chose d'ergonomique aujourd'hui pour l'ensemble des internautes,
WordPress, c'est quand même plus approprié. Et aujourd'hui, il y a d'excellents tutoriels sur Internet pour pouvoir le faire. Je vais enchaîner. La difficulté avec WordPress, c'est un peu comme avec Webflow. On entend beaucoup parler de Webflow. On dit que c'est un peu le CMS des web designers. Ça permet une grande latitude sur l'interface graphique, avec certainement peut-être les questions de l'accessibilité qui sont résolues par Webflow. Le problème de WordPress, c'est qu'il y a une learning curve. Donc, il y a une montée en compétences qui est quand même… ça prend du temps, quoi. WordPress, on trouve à boire et à manger. Je suis en plein dedans alors que j'ai fait chacun de mes sites internet et en fait, comment dire, il y a beaucoup de questions de performance, de facilité d'utilisation, etc. Il y a des tonnes de sujets de thèmes, ensuite de page builder, donc des constructeurs de pages. Il y a des notions en effet de SEO. Il faut savoir où chercher l'information, où chercher les paramètres à modifier, etc. J'espère que je ne mets pas Aurélie en PLS, je parle vite. Je te mets en pause là pendant une seconde, comme ça on respire un grand coup. Ça va, tout va bien. Merci. Donc, WordPress, il y a à boire et à manger. C'est une grosse usine. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché. Maintenant, c'est vrai que WordPress, si on veut tenir un blog, typiquement, moi, j'ai un blog avec du contenu, alors qui n'est plus trop mis à jour, mais je me dis chaque matin que je vais écrire de nouveau des articles. Il y a des avantages et des inconvénients. Je n'ai pas testé Wix. En général, Wix est recommandé pour les petits commerçants qui souhaitent un petit peu se mettre à la mode du digital, entre guillemets. Et voilà. Et après, quand il s'agit de commercialiser en plus des produits sur un e-shop, il y a d'autres difficultés avec des WooCommerce, ce genre de choses, quoi. Les Shopify et compagnie. Donc, c'est pas évident, quoi. Si on a le budget et si c'est pas notre cœur de métier, il vaut peut-être mieux faire appel à des intégrateurs WordPress. Je crois que les tarifs sont quand même relativement accessibles. Moi, j'avais fait des demandes de devis. Alors, c'était pour des choses un petit peu plus complexes, mais à partir de, je pense, d'un millier d'euros, on a déjà des choses très… Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Moi, mon site internet aujourd'hui, si on est sur un site vitrine, c'est-à-dire où on ne vend pas de produits directement sur son site, on peut avoir des choses très, très sympas pour pas trop cher. Il faut, je pense, ne pas hésiter à se faire accompagner, au moins à aller demander des conseils, mais dans tous les cas, l'accompagnement par certaines agences ou par certains indépendants est quand même abordable dans tous les cas. Merci beaucoup pour ces réponses à cette première question. Donc, en synthèse, chers entrepreneurs, chers webinautes, ce qu'il faut retenir, c'est finalement quel est mon besoin. Quel est mon besoin? Est-ce que je cherche à me faire connaître, être dans une logique un peu de site vitrine ou de blog où je raconte mon histoire? Est-ce que je sais faire ma personnalité, mon storytelling? Ou est-ce que je cherche à vendre avec une gestion de boutique en ligne? Et évidemment, on n'est pas sur les mêmes besoins en termes de taille et d'envergure de site. Et pour cela, c'est intéressant de s'entourer, d'être conseillé pour cet arbitrage-là. Et encore une fois, le droit à l'erreur existe en matière de digitalisation. C'est même une nécessité de tester, d'apprendre et d'ajuster. Donc surtout, ne restons pas dans l'inertie de ne pas oser faire. Testons et voyons quel est l'impact finalement pour son activité. Je me permets au passage de mentionner qu'un site internet, c'est un investissement. N'oubliez pas aussi que vous pouvez solliciter des financements d'investissement. Un site internet, ça s'amortit. Donc, quel qu'en soit le coût, vous pouvez d'une part faire financer cet investissement et d'autre part amortir ce coût dans le temps. On se donne comme cycle d'investissement généralement sur un site à peu près 6 ou 7 ans en fonction des activités. Ça peut un peu varier, mais voilà. Un site internet, c'est un investissement. Ça veut dire que derrière, c'est intéressant aussi d'investir dans les bonnes ressources, les bons outils et de faire financer cet investissement. Deuxième question, cher Aïssatou. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc, la deuxième question nous vient de Waiba Fort, qui aimerait connaître en fait les outils pour le micro-learning. Une question pour toi, Nicolas, c'est parti. Ouais, alors je suis en plein dedans, donc je n'aurai pas forcément la réponse là, à l'instant T. J'ai commencé à travailler sur cette question de création de petites vidéos très courtes pour justement expliquer mon métier, ou en tout cas amener une certaine montée en compétences. On est à mi-chemin entre ce que peuvent faire des acteurs comme
je l'ai plus en tête, mais bon, peu importe. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de solutions et je suis en train de benchmarker, d'aller identifier les acteurs qui pourraient éventuellement héberger ce type de contenu dans le même principe, effectivement, ce qu'on peut avoir sur les MOOC ou en tout cas sur des solutions. Mais là, je les ai pas en tête. Parce que je ne me suis pas encore complètement fixé sur le sujet. Peut-être que, alors Baptiste ou Pauline, peut-être que vous avez, vous, des éléments de réponse là-dessus. Baptiste, quels outils tu utilises pour ta pédagogie en ligne finalement? Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises plus qu'un autre? Est-ce que c'est Zoom et du coup tu crées un atelier interactif de cette manière-là ou d'autres outils peut-être? Moi, je laisse. Alors, j'ai eu, je pense que 95% de mes clients en volume, ce sont des entreprises. Et donc, pour des raisons de politique de sécurité interne, je leur laisse le choix dans le logiciel. Enfin, j'ai aucune préférence, en fait, ne serait-ce qu'en. Enfin, je me suis fait aux 3 interfaces. Les 3 fonctionnent correctement et c'est vraiment une histoire de politique de cybersécurité où chaque entreprise va avoir son software. Je leur demande juste de m'envoyer un lien, quoi. Voilà, ils m'envoient un lien, je clique, je me connecte, j'ai tout mon système vidéo et on ne se pose pas trop de questions. Et après, ouais, j'aime bien l'interface de Google Meet. Après, Zoom, ça fait le job également. Là, je vous avoue que… Intéressant en tout cas de se dire que là aussi, on est en posture d'écoute de son client et des solutions qu'il utilise déjà. Finalement, c'est assez simple pour lui d'organiser la solution et de vous y insérer quelque part. Nicolas, je t'en prie. Oui, non, je complète ce que disait Baptiste. Effectivement, sur des outils aujourd'hui qui vont nous permettre de mettre en place soit des conférences ou des ateliers, en tout cas, c'est mon cas. Il y a effectivement des logiciels qui fonctionnent très, très bien. Google Meet est sympa, Zoom aussi, Microsoft Teams. Enfin, il y en a quelques-uns. Toujours, moi, je mets un point d'honneur à proposer mais parce que sinon je ne pourrais pas les utiliser, des solutions qui sont accessibles à mes clients. Je ferai parvenir peut-être, Pauline, justement un article que moi j'ai écrit sur le sujet et sur les solutions aujourd'hui de visioconférence ou en tout cas les solutions digitales qui sont accessibles dans une logique collaborative lorsqu'on échange avec ces parties prenantes. Merci beaucoup. On a le temps pour une toute dernière question. Il nous reste 1 minute pour prendre cette dernière question. Donc, il y a une question qui est assez intéressante comment se faire repérer comme un expert? Donc, la question s'adresse à Baptiste. Donc, comment avez-vous fait avec Collada? Juste ça, c'est ça. Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça s'est fait pour tout vous dire. Alors, il faudrait que je vous parle un peu de ma vie. Je me suis intéressé au spiritueux un peu par hasard il y a un peu plus de 13 ans, maintenant, pas 14 ou 15. Et 5 ans après, 5-6 ans après, j'ai découvert les cocktails vraiment par hasard aussi. Il se trouve que les cocktails et les spiritueux sont bien sûr intimement liés. Et j'ai choisi en fait de ne pas, entre guillemets, rester passif, de ne pas simplement lire du contenu, mais peut-être d'être plutôt actif dans le domaine des cocktails. Et je pense qu'avec mon expérience des spiritueux, j'avais une pierre à apporter à l'édifice en fait du cocktail, en tout cas encore plus sur le web français, puisque le cocktail est un art américain, on va dire, et que le contenu francophone était quand même relativement faible à l'époque. Je parle de ça, donc il y a plus de 8 ans. Après, ça s'est fait un petit peu. Je pense que comment être un expert? Il faut déjà, il ne faut pas attendre qu'on vous repère. Il faut être actif, et ça va être la difficulté des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est à l'heure où il y a de l'information pour tout et rien, où il y a beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, et où les métriques utilisées ne sont pas forcément les bonnes. Hein. Je vais faire mon vieux CON, pardonnez-moi l'expression, mais moi, je touche un public soit ciblé via la RVF, donc des amateurs de vin, Revue du vin de France, soit généraliste via, j'ai sorti une série sur les cocktails d'été, l'été dernier pour Atlantico, qui est un média généraliste, ou encore pour le Huffington. Et mes vidéos sur la Revue du vin de France, en cumulé, elles touchent 1 million de personnes. Elles ont touché 1 million de visiteurs. Alors, peut-être pas des visiteurs uniques, mais en tout cas, on a atteint plus d'1 million de vues sur les vidéos.
Et pourtant, il y a beaucoup de marques, beaucoup même de médias qui ne jurent qu'en Instagram, par exemple. Donc, ce n'est pas évident en fait d'identifier les nouveaux médias. J'ai envie de vous dire, on a l'impression qu'il faut être le premier sur les nouveaux médias. C'est un peu un pari, un peu comme j'ai envie de vous dire le Bitcoin en ce moment. C'est un pari à faire en se mettant en premier et en devenant un petit peu un expert autoproclamé du cocktail sur TikTok, par exemple. Et ensuite, ça va potentiellement vous ouvrir des portes pour devenir influent sur d'autres médias, etc. Mais moi, je représente plutôt la catégorie des médias traditionnels. Donc, les médias traditionnels, je pense qu'il faut se faire un nom. Il faut que le contenu qu'on produit plaise à ceux qui nous lisent, plaise également aux rédactions. Et ensuite, c'est un effet boule de neige, en fait. Et ensuite, on va vous solliciter ou non. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si j'allais moi-même taper à la porte de la rédaction du Monde ou du Parisien ou, j'en sais rien, de Télérama ou de Libération ou de n'importe quel autre média généraliste ou spécialisé, je pourrais potentiellement faire des partenariats. Il faut oser, quoi. Le maître mot, c'est oser et aller taper à la porte. Peut-être commencer un peu dans son coin. Moi, je n'ai pas commencé directement en étant le monsieur cocktail du Huffington ou le monsieur cocktail de la Revue du Vin de France. Ça a été commencé par avoir un blog. Peu importe que le blog fasse ou non beaucoup de contenu, en fait, c'est un petit peu comme un CV ou comme un portfolio. Ouais. Quand on est graphiste, on n'a pas besoin d'être un graphiste renommé pour avoir un portfolio et puis pour montrer son travail et la qualité de son travail et de son implication, en tout cas de sa passion, quoi. Donc, voilà. Baptiste, je suis assez d'accord parce que ça nous fait un point commun finalement. Et dans la question comment être repéré, moi je dis toujours, n'attendez pas d'être repéré, soyez repérable. Et moi, il y a plein de gens que je croise aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui me disent, en fait, on vous voit partout. Et à partir du moment où on a cette approche de se rendre visible et d'être authentique, de démontrer son expertise et puis d'engager sa communauté, on va être en capacité ensuite d'aller déclencher des opportunités auxquelles on avait pensé et surtout des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, je pense qu'il faut, ça nous fait un point commun. Moi, j'ai démarré comme tout le monde sur LinkedIn avec 0 abonné. Et puis aujourd'hui, j'en suis un peu plus loin, mais c'est un chemin. Voilà. Je pense qu'il faut faire les choses par étapes. Et c'est Benjamin qui le disait tout à l'heure. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Les choses, elles viendront d'elles-mêmes, mais restez vous-même. Et c'est, je pense, le mot, effectivement, en tout cas, la phrase essentielle qu'on peut retenir de ce qu'on s'est dit cet après-midi. Bon, Baptiste, au-delà de ça, il va falloir qu'on se voit pour que je goûte la version, la nouvelle marque de rhum que tu viens de lancer. Voilà, c'était le petit clin d'œil et merci en tout cas. Merci messieurs, merci beaucoup. Effectivement, ce qu'on retient sur ces questions-réponses, c'est la question de l'authenticité, c'est la question qu'une légitimité d'expert, une visibilité sur les réseaux sociaux ou quel que soit le canal digital d'avant-vente que vous utilisez, parce qu'il existe d'autres voies que les réseaux sociaux, elle se construit avec le temps. Il y a des choses qui ne peuvent pas vraiment s'accélérer. Votre réputation ou votre légitimité dans le domaine que vous défendez, elle va se construire dans la durée avec une certaine régularité de cette visibilité dans la durée, dans vos prises de parole, que ce soit par les voies des réseaux sociaux ou par d'autres voies comme les médias, les revues spécialisées, comme le mentionnait Baptiste. Merci à vous deux et merci à tous les intervenants de ce webinaire Rebond TIH sur la digitalisation. On va se quitter sur quand même quelques mots de conclusion à vous partager. La première chose déjà, c'est bien sûr, merci à vous de nous donner votre feedback sur ce webinaire. Feedback is a form of love, vous le savez, et nous, on vous aime beaucoup. Donc, on compte sur vous pour nous renvoyer ce feedback, pour continuer de nous améliorer dans les contenus de ces webinaires. On va vous envoyer dans le chat maintenant ce petit questionnaire satisfaction qui prend vraiment quelques instants, quelques clics. Et oui, les voix du digital, c'est aussi les voix du feedback. Donc, merci à vous pour vos retours. Également, on va se permettre de prendre une petite photo finale pour le petit visuel sur les réseaux sociaux, justement, de ce webinaire. Je crois que c'est dans la boîte. C'est bon pour vous? Ouais, nickel. On vous donne aussi rendez-vous pour de nouvelles aventures avec le programme Rebond TIH. Je vous rappelle que ce programme Rebond, il vise à épauler 150 entrepreneurs, quel que soit le statut, à partir de 2 ans et demi de création ou plus,
à réinventer le futur de son entreprise grâce à des coachs et des mentors absolument formidables et des ateliers bien sûr collectifs et d'autres formes, je vous en passe et des meilleurs. Donc, si vous-même, chers entrepreneurs, vous avez 2 ans et demi au moins de création derrière vous ou plus, ou si vous connaissez autour de vous peut-être des entrepreneurs en situation de handicap qui n'osent pas franchir le pas, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste de la place dans ce programme qui, je le rappelle, est 100% gratuit et 100% accessible, LSF et transcription instantanée. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Je rappelle également que ce programme vous rend éligible à l'aide exceptionnelle au soutien à l'exploitation de l'AGFIP, les 1 500 € depuis le 1er mars 2021, sur simple présentation d'attestation de participation à ce programme. N'hésitez pas. Ce programme n'existerait pas sans le talent de plusieurs centaines de bénévoles, des professionnels en activité qui transmettent leurs compétences dans des domaines très précieux pour le rebond entrepreneurial. Et évidemment, là aussi, nous recrutons en permanence ces nouveaux talents. Donc, idem, que vous soyez vous-même déjà bénévole ou que dans votre entourage, vous ayez des bénévoles potentiels, des talents de professionnels qui ont envie de transmettre ces talents à des entrepreneurs en rebond, n'hésitez pas, n'hésitez plus à leur parler du programme et on vous partage dans le chat également le lien pour cet appel à talents que nous organisons de manière en continu. Et bien sûr, le programme Rebond vous donne rendez-vous puisque les prochaines étapes de ce programme, c'est bien sûr des webinaires qui vous attendent. Je vous remets ici le lien. Toutes les informations sont sur la page du programme h-up.fr/rebondTIH. Les prochains webinaires qui vous attendent, c'est déjà un webinaire télétravailler avec agilité et accessibilité, trucs et astuces d'entrepreneurs. Ce webinaire se tiendra la première quinzaine de mai. Et puis, un second webinaire autour du thème de la prospection commerciale. Nous avons un expert en prospection qui partagera toute sa science et toute son expertise à l'horizon du mois d'avril ou de mai 2021. Nous sommes en train de caler la date avec lui. Et enfin, nous terminons ce webinaire sur une actu nationale du réseau HUP, puisque vous le savez, hein, HUP Entrepreneur, c'est un réseau de plus de 1000 entrepreneurs en situation de handicap dans la France entière et bien au-delà de l'Île-de-France, encore une fois. Actu nationale qui, là aussi, on vous donne rendez-vous pour la restitution digitale de l'ENATI, la première étude nationale de référence où plus de 540 entrepreneurs en situation de handicap prennent la parole. C'est vraiment une étude inédite. Et là aussi, nous vous donnons rendez-vous. Je vous partage dans le chat le lien d'inscription direct pour ce rendez-vous incontournable qui donc aura lieu le 16 avril à 14 h en digital pour vous partager les résultats étonnants de ces 540 entrepreneurs qui ont pris la parole. Nous-mêmes, on a été très surpris de découvrir qu'un quart d'entre eux, par exemple, en étaient au moins à leur 2e expérience de création d'entreprise, que plus de 60% d'entre eux, avant d'entreprendre, étaient en CDI dans un grand groupe. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas un choix par défaut. Et encore bien d'autres idées reçues qui, vous le verrez, on leur fait un joli pied de nez à l'occasion de cette étude ENATI. Donc, soyez au rendez-vous de cette restitution du 16 avril. Merci à tous. Merci à Aurélie Naon, notre formidable interprète en langue des signes. Merci à Aminatou Diallo pour le programme Rebond, à Aïssatou Bari pour l'équipe HUP qui a facilité l'organisation Zoom de ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi à tous.